Bonjour à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs plutôt de Canal 10, téléspectateurs de Culture Business. Merci de nous retrouver comme chaque samedi dans cette émission qui se veut, avec Culture Business, on a avec tous nos chroniqueurs et nos invités, nous avons modestement l'envie de proposer une expression de l'économie, une vision de l'économie qui serait une économie propre à nous, avec nos sens, nos valeurs, et qui nous permettrait d'emmener un développement pour ce territoire. Alors, l'idée, c'est que ça se fasse, le développement de ce territoire doit se concevoir dans une vision qui est une vision globale, qui tienne compte des acteurs, mais aussi des contextes politiques, idéologiques, etc., qui font aussi la question aussi du dispositif interrégional, puisque nous sommes dans la Caraïbe. Donc, il faut tenir compte de tout ça, et nous avons essayé de proposer un concept qui, modestement, emmène sa pierre à l'édifice. Et je remercie mes collaborateurs qui nous accompagnent depuis le début de cette aventure. Vous remerciez vous aussi, parce qu'il semble que cette émission vous convient, vous plaît, et que sur nos différents supports de communication, vous êtes nombreux à nous faire des retours et nous sommes très contents. Merci à toutes ces personnes qui, comme nos invités, jouent le jeu chaque samedi, le jeu de l'information, le jeu pour vous emmener à vous, téléspectateurs, les éléments de compréhension pour aborder différentes problématiques. Alors, je vais saluer d'abord tout le monde. Saluer France Aimé. L'équipe est réduite aujourd'hui parce que nous avons des malades dans l'équipe. Donc, Brigitte qui ne nous a toujours pas encore rejoint, qu'on salue. Et aussi Ludivine aussi, qui exceptionnellement aussi cette semaine n'était pas à la bonne semaine. On fait avec. Alors France Aimé, bonjour. Comment tu vas? Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Toujours aussi heureuse de vous retrouver. Nos amis entrepreneurs et futurs entrepreneurs. Très bien. Le collier est pas mal. N'est-ce pas? Oui, très très beau. Ça vient d'où? J'aime bien. Ça vient d'où? Ça vient du Kenya. Je l'ai acheté sur le marché Maasai au Kenya. Ce sont des perles? Ce sont des perles, tout à fait. On va te retrouver tout à l'heure dans la rubrique Clin d'œil de l'expert et tu nous parleras justement de cette expérience. D'éducation financière. Voilà, éducation Restez financière. là, hein? C'est très intéressant. Il faudra nous parler aussi du petit colloque que tu as mis en place cette semaine. La masterclass. La masterclass, voilà, on va en parler. Tout à fait. Voilà, je me retourne du côté de nos invités. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Les dames d'abord. Hein. Alors, nous avons Manuela Nirou, c'est ça? C'est ça, Nirou. Voilà, vous êtes en charge du secteur culturel au CTIG. Tout à fait. Donc, merci d'être là. Merci. Ça va? Merci à vous. Oui, ça va. Ça va très bien, merci. Très bien. Monsieur Joël Raboteur, qu'on ne présente plus, qui est économiste. Bonjour. Et qui, dans le secteur culturel, a fait ses marques. Vous êtes un nom qu'on cite régulièrement. Donc, vous êtes une valeur sûre de ce pays. Et merci pour ce parcours. Merci d'être là avec nous aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler tourisme, on va parler du carnaval. On va se poser la question justement, nous sommes dans le contexte, quel est l'impact du carnaval sur le tourisme? Donc avec nos invités, et vous aussi, si vous souhaitez participer, vous avez nos supports pour... on va entrer en réflexion sur cette question, savoir est-ce que le carnaval aujourd'hui s'intègre dans un projet? Est-ce que cette orientation touristique est définitivement actée? Comment ce département, ce pays, on va savoir comment on veut l'appeler, présente le carnaval et surtout l'expression culturelle. Quelle est la place de cette expression culturelle dans ce territoire au niveau économique? On se posera des questions aussi sur la promotion de ce carnaval international. Comment ça se passe? Quels sont les freins? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Quelles sont les orientations que vous choisissez? On va rappeler aussi quelques chiffres avec M. Raboteur qui a beaucoup travaillé sur cette question de l'impact du carnaval et sur la question de cette économie du carnaval. On va en parler. Nous allons nous poser des questions au niveau des infrastructures, au niveau de l'aspect financier. On sait qu'aussi que la région a mis en place un appel à projet. C'est bien ça, France Aimé, on verra ça tout à l'heure. On va voir sous quels angles, quelles orientations. Et aussi, on va se projeter, savoir quel modèle. Est-ce que nous allons nous baser sur un modèle de carnaval dans d'autres pays ou bien nous allons inventer le nôtre? Quelle est la place du carnaval de Guadeloupe dans ce monde? Voilà, une grande question, beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc, merci d'être là. Je vous laisserai... on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vous demanderai à M. Raboteur d'abord de nous brosser un peu par rapport aux enquêtes que vous avez pu mener, les études.
quels sont les chiffres de ce carnaval? Comment se positionne ce carnaval dans l'économie de Guadeloupe? Comment ça fonctionne? Tout à fait. Alors bon, ça sera difficile de tout dire, hein, mais je vais essayer d'être concis et pédagogique en même temps. Hein. Il faut savoir que le carnaval tombe, et c'est bien hein, que j'ai à côté de moi le CTIG, le carnaval tombe en pleine période donc, de la haute saison touristique. D'accord. Donc il faut savoir quand même que c'est important. C'est un produit d'appel d'ailleurs, hein, et c'est pour ça que le CTIG promotionne sur son site internet le carnaval et explique un peu à ceux qui nous visitent ce que c'est que ce carnaval. Ce carnaval qui est classé parmi les meilleurs carnavals au monde, hein, donc c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, donc vous allez sur la toile et vous allez trouver donc des travaux. Et c'est vrai que on a parlé du 5e carnaval. Tout à fait. En fonction de quels critères? Alors c'est en fonction donc du nombre de pages web ouvertes, du nombre de vues, de l'attractivité également donc de ce produit, d'accord. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que nous avons mis très peu de moyens. Hein, je dis en termes d'investissement. Par exemple, on va comparer notre carnaval à celui de Trinidad. À Trinidad, il y a une organisation, c'est une industrie. Ils ont créé un vrai modèle, d'accord. Donc, ils ont un modèle de développement autour du carnaval. Alors, je dirais que c'est important pour eux puisque c'est pas un pays franchement touristique, hein, puisque Trinidad bénéficie donc d'une industrie les hydrocarbures, hein, donc le pétrole, et finalement ils se sont pas trop intéressés au développement touristique. Toujours est-il que maintenant, avec la baisse donc, du prix donc, des carburants, les choses vont changer hein, à cause donc, de ce qui se passe actuellement. Mais c'est clair qu'ils ont un peu changé leur fusil d'épaule et ils se sont orientés vers un développement donc, touristique et également en intégrant de plein pied le carnaval. Donc c'est devenu vraiment un produit donc, très fort en termes donc, d'attractivité et d'image en fait, donc, d'un pays qui n'est pas un pays touristique à la base. D'accord. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que l'impact économique du carnaval, il est immense. Hein. Et donc, en tant qu'économiste, moi, je ne fais pas de rétention d'informations. Hein. Tout ce que je raconte, on peut le télécharger, par exemple, sur certains articles, hein, notamment donc, la revue Esprit Critique, hein, qui est en ligne, qui est disponible gratuitement, d'accord, et où vous avez, en fait, différentes méthodes qui sont utilisées. Alors, en tant qu'économiste, moi, j'utilise une méthode qu'on appelle la méthode donc, de la comptabilité nationale. D'accord, donc, c'est une méthode qui est utilisée donc, par l'INSEE avec donc, des enquêtes de terrain. Et à partir de ces enquêtes de terrain, j'essaie d'identifier donc, le poids économique donc, de ce secteur et les différentes valeurs économiques du carnaval dans la société guadeloupéenne. Donc, il y a plusieurs travaux qui sont menés. Mon collègue Alain Morin, professeur Alain Morin, lui fait aussi une autre approche plus économétrique et statistique. D'accord. Et puis, on coupe nos données et on se rend compte qu'on n'est pas très, très, très loin donc, de la vérité. Et c'est vrai, je dis ça parce que dans l'esprit de beaucoup, on se dit qu'il n'y a pas d'impact économique du carnaval, ou du moins très peu. D'accord. Donc, on voit tout de suite l'aspect dépenses des carnavaliers. D'accord. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres approches. Il y a énormément donc, d'investissements par les carnavaliers également, mais aussi par les commerçants hein, qui profitent pleinement. Et vous avez même des secteurs qu'on ne pouvait pas imaginer, mais qui profitent indirectement donc, de cette activité. Donc je rentrerai plus en détail au fur et à mesure. Alors, je me retournerai vers Madame Nirou. Alors, concernant justement, est-ce qu'on peut dire que le carnaval est un outil d'attractivité du territoire ou, à l'inverse, c'est un outil d'animation du territoire pour ceux qui viennent déjà chez nous? Je vais vous dire, je vais être très, très modérée, très ronde. Je vais vous dire les deux, dans tous les cas. Voilà, le carnaval, c'est un marqueur identitaire du territoire. Donc, il faut savoir que voilà, ça crée du lien social, c'est aussi vecteur d'insertion sociale, mais c'est aussi... je veux dire, c'est aussi une façon, en tout cas, le carnaval véhicule une image positive de la destination. Donc, c'est un peu l'ensemble de ces éléments-là qui font le carnaval et qui font le produit carnaval in fine et qui créent de l'attractivité sur le territoire. Alors, forcément, il s'agit à un moment, bien évidemment, de structurer la chose sur le territoire. Et comme le dit M. Raboteur, il n'y a pas eu de volonté marquée de donner une impulsion à notre carnaval et pourtant il est classé 5e carnaval mondial et je me dis au travers de labels hein, comme l'a fait la Guyane, aller chercher un positionnement au niveau de l'UNESCO en tant que patrimoine immatériel de l'humanité. Ça amène quel avantage? Quel avantage, je veux dire
d'être reconnu au patrimoine immatériel de l'humanité, c'est un focus en fait, tout simplement, sur la destination, sur notre territoire des îles de Guadeloupe, et veut pas la cible nord-américaine, par exemple, est très sensible à ce type de label. Je vais dire aujourd'hui, le carnaval de Guyane, il y a beaucoup de monde qui va en Guyane pour ce carnaval. Je vais citer d'autres carnavals comme le Brésil ou celui de Belgique aussi, à Binche. Voilà, et je veux parler de la spécificité de notre carnaval qui est le groupe APO, et je pense que c'est en ça que nous pourrions très, très clairement aller chercher une labellisation. Est-ce qu'il y a une corrélation, un partenariat direct entre le CTIG qui fait la promotion du territoire et l'OCG et à tous ces groupements de carnaval? Est-ce que vous travaillez en collaboration? Si oui, combien de fois vous vous voyez? Sous quelle projection? Alors, c'est une collaboration induite, mais pas formalisée. Dans tous les cas, voilà, le CTIG s'est doté très récemment d'une mission culture et patrimoine, en tout cas promotion et valorisation de la culture et du patrimoine des îles de Guadeloupe. C'est ce que vous portez. Très exactement. Et c'est en ça, voilà, avec M. Raboteur, que je connais depuis plusieurs années, et bien sûr un travail de fond à faire, puisque c'est un travail au long cours, dans tous les cas, de pouvoir donner à notre carnaval le rayonnement qu'il mérite et peut-être lui permettre d'être classé parmi le top 3 des carnavals mondiaux. Votre orientation du secteur culturel, ça veut dire au sens large. Bien sûr, tout à fait. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous dire sous quel domaine l'industrie culturelle au sens global, c'est ça? Au sens global, donc on va dire artistique aussi. Je veux dire, les artistes de Guadeloupe, actuellement, nous avons lancé, l'appel à candidature est clôturé, mais dans le cadre de la structuration du spiritourisme sur le territoire. Le spiritourisme. Voilà, tout à fait. C'est bon, c'est joli comme... Tout à fait, le spiritourisme, donc c'est le tourisme qui tourne autour de notre spiritueux, le rhum. Donc cette année, on va quand même accueillir, bien évidemment, la route du rhum, tous les 4 ans, mais aussi le concours international Spirit Selection, qui est un concours international de spiritueux qui va se dérouler en juin, qui est porté par la région Guadeloupe. Donc il y a une vraie volonté, et quand nos Roms sont récompensés à la hauteur qu'ils sont récompensés aujourd'hui dans tous ces concours, il était comme évident de prendre le temps, comme la Martinique, je veux dire, on réinvente pas l'eau chaude dans tous les cas, et de valoriser ce spiritueux qui aujourd'hui gagne ses lettres de noblesse. Très bien. Alors, je me retourne vers M. Raboteur. En général, quand on entend sur les médias parler de l'économie du carnaval, on fait souvent référence aux marchands de bouquets et de... Tout à fait. L'idée, c'est de voir cette dynamique-là comme un élément qui va emmener une dynamique globale, comme vous avez très bien dit. Il y a les magasins et tout ça. L'OCG aussi travaille sur la question de... J'ai lu sur un document sur l'idée concernant tout ce qui est fourniture, puisqu'ils dépensent énormément. Le carnavalier, sous certains groupes, c'est des fois 1 000 € par défilé. Donc, pour réduire parce que c'est la première fois qu'on voit un acteur du carnaval paye lui-même. Donc, alors, est-ce que, justement, cette vision qui est de se dire que le groupe va peut-être mettre en place des coopératives du carnaval pour aider à l'achat de produits, va dynamiser cette économie, va permettre aussi d'ouvrir d'autres portes vers d'autres horizons? Alors, notre objectif, quand l'OCG a été créé, donc je le rappelle, c'était de professionnaliser le carnaval. Et c'était ça. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore perdu, si vous voulez, donc cette logique qui fait partie, s'est inscrite dans nos statuts. D'accord? Et quand on a commencé à travailler, on s'est dit, on va tout faire pour soulager quelque part donc les carnavaliers, puisque c'est vrai que le carnavalier, c'est le seul en fait à dépenser. D'accord, ça c'est vrai. Vous avez parlé donc de costumes, donc le prix des costumes peut fluctuer de 0 € jusqu'à 1200 des fois. Costumes de roi et de reine, ça coûte de l'argent. Donc et même les groupes à peau. Au départ, on disait que les groupes à peau permettaient de ne pas dépenser, mais aujourd'hui, on voit que même dans un groupe à peau, vous dépensez aussi. Ah oui, bien sûr, il y a des groupes à peau, moi j'appelle ça des groupes à peau évolués, effectivement, où il faut mettre la main à la poche. Il y a certains costumes qui coûtent très très cher. Donc ça, c'est une réalité, il faut être objectif. Et c'est vrai que notre objectif au sein de l'OCG, objectif que nous partageons tous, puisque je rappelle que l'OCG fédère en fait toutes les fédérations. Donc la fédération de Pointe-à-Pitre, de Basse-Terre, les groupes à peau font partie en fait de l'OCG. Donc c'est une structure pyramidale. Alors l'OCG, c'est l'Office du carnaval, l'Office du carnaval de Guadeloupe, avec donc qui rayonne en fait sur l'ensemble du carnaval et qui fédère les fédérations. D'accord. Donc il faut comprendre que l'organigramme du carnaval commence par les groupes. Les groupes font partie donc de comités avant.
Donc il y a un comité de Trois-Rivières, il y a un comité de Basse-Terre, Par commune. il y a par commune. D'accord. D'accord. Et ensuite, les comités font partie de fédérations. Ok. Ok. Et les fédérations adhèrent à l'OCG qui est en charge en fait de la structuration même donc du produit. Donc c'est une structure pyramidale qui a été très bien pensée et d'ailleurs qui évite qu'il y ait des conflits entre Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, etc. puisque on travaille en fait pour la même maison. Et quelque part, je dirais que on a un peu réussi. Hein. Alors c'est vrai qu'on est assez discret dans notre communication. Parce que bon, il faut savoir aussi que le budget de l'OCJ a drôlement diminué. Et c'est vrai que quelque part, on ne peut plus faire ce qu'on faisait comme par le passé, où nous avions un budget conséquent. Par exemple, notre objectif, c'est d'aider les groupes en mutualisant les achats, ce dont vous parliez tout à l'heure. Hein, on sait que, par exemple, on a besoin du satin, on a besoin donc de peau pour pouvoir fabriquer des tambours. Donc, il y a des choses qui reviennent et c'est vrai que la mutualisation permet de réduire donc, le coût unitaire pour pouvoir soulager effectivement donc, ces carnavaliers. Et également, l'OCG peut mettre la main à la poche pour aider certains comités, groupements, peut intervenir aussi du point de vue de la logistique aussi et permettre une mutualisation en fait des moyens. Par exemple, quand on organise donc le dimanche gras sur Pointe-à-Pitre ou le mardi gras sur Basse-Terre, vous avez les agents de sécurité ou la logistique des deux fédérations qui viennent. Donc il y a des mutualisations qui se font et qui permettent de réduire effectivement les coûts. Alors c'est vrai que de temps en temps, nous on a émis l'idée de rendre quelque part le carnaval payant. Donc, vous avez vu l'initiative qui s'est passée du côté donc, des abîmes, où on a permis à certaines personnes donc, d'assister. Parce que ça émanait d'une demande. Hein. Il y avait des gens qui nous demandaient, oui, on veut être assis dans un stade et voir les groupes. On va payer 5 €, 6 € avec une circulation. Ça s'est très bien passé. Donc, au départ, les carnavaliers étaient assez réticents, mais finalement, au fur et à mesure, on discute et la raison nous a donné raison. Donc, quelque part, je trouve que c'est une très, très belle initiative que l'OCG a portée. Donc, on avait aussi l'idée du vélodrome. Elle a expérimenté quand même le vélodrome avec M. Michino qui avait fait un travail extraordinaire là. Bon, c'est vrai que la crise sanitaire nous avait coupé un peu les ailes en plein vol. Ça avait bien fonctionné? Oui, ça avait fonctionné, je dirais, moyennement. Il y avait une dynamique au-delà du carnaval, il y avait des concours, il y avait tout un ensemble de... Et de la musique, voilà. Et puis les gens étaient assis, c'était assez long. On avait même passé des partenariats avec les sociétés de croisière, d'ailleurs, qui nous demandaient donc de commencer à telle heure, de façon... Parce que quand les bateaux de croisière arrivent, vous avez remarqué qu'on est à proximité. Donc la Fédération de Pointe-à-Pitre avait joué le jeu. D'accord. Et on avait même dévié un peu notre parcours pour faire passer donc les défilés le long donc du grand port maritime, donc de Pointe-à-Pitre, de façon à ce que les gens puissent être attirés par la musique, descendre. Et puis on avait préparé également un village donc du carnaval. Donc quelque part il y a des éléments qui étaient mis en place, qui se sont mis en place. C'est une démarche que nous poursuivons. D'accord. Même si je ne suis pas président de l'Office du carnaval, mais je suis membre du conseil d'administration, donc on continue cette démarche. Et c'est vrai qu'on a été un peu refroidi par cette crise sanitaire. Bon, on n'est pas les seuls, quelque part, mais on va rebondir. J'ai bon espoir. Sauf si, entre-temps, on va rester optimiste. On va rester optimiste. Alors, Madame Manuela Nirou, alors, justement, par rapport à cette dynamique mise en place, est-ce qu'au niveau du CTIG, vous avez acter ces principes, puisque l'initiative du carnaval des abîmes dans le stade, est-ce que ça s'est transformé en produit touristique? Est-ce qu'il y a eu des endroits spécifiques mis en place pour des touristes, avec une formule spécifique, peut-être avec d'autres offres? Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que vous avez aussi pris en compte la dynamique au niveau Pointe-Trois et le vélodrome? Est-ce que maintenant, parce que des fois, je vais être clair avec vous, c'est qu'on a l'impression, des fois, on entend beaucoup de choses. On va faire. Mais tu vois, et après on a l'impression que chaque année on dit la même chose. Il faut. C'est membre du conseil d'administration. Tout à fait. Voilà. C'est une démarche qu'on a accompagnée. Voilà, on va essayer de donner des informations qui soient validées, concrétisées et qui sont actées, d'accord?
Donc Voilà. non, de toute façon, voilà, cette année pour la croisière, ça a été une saison blanche. Dans tous les cas, l'année précédente, on a collaboré avec l'OCG justement. On a été partenaire, on a accompagné donc la mise en place du dispositif au Vélodrome. Donc on a accompagné financièrement, la mise en place aussi pour les gradins aussi en ville, on accompagne pour Basse-Terre, pour Pointe-à-Pitre. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un work in progress. Et oui, on va arriver à un produit culturel. Je veux dire, dans une dimension de marketing culturel, on va arriver à un produit carnaval en Guadeloupe. Donc il y a quand même une démarche qui est faite. Aujourd'hui, quand on se déplace, dans tous les cas, à l'international, on promotionne le produit carnaval, même s'il n'est pas structuré, même s'il n'y a pas un billet carnaval. Aujourd'hui, c'est de pouvoir développer un produit carnaval spectateur, mais aussi développer un produit carnaval acteur. Je veux dire, on le fait dans d'autres îles de la Caraïbe pour ne pas en nommer une précisément. Je veux dire, on se déplace, on y participe. Aujourd'hui, on a aussi la capacité de développer. Donc, c'est un work in progress. C'est en cours. Les dispositions sont mises, les collaborations aussi sont en cours sur le sujet. Les agences de voyage, les réceptifs aussi jouent le jeu. Et, donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Par exemple, je prends l'exemple des Abîmes, qui a une plus grande antériorité sur ce dispositif. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, pour les Abîmes en matière touristique, comme promotion? C'est d'appuyer la démarche qui a déjà été instaurée donc, en 2000. Admettons, je suis touriste, je suis au Canada et je vois une publicité. Et quelle offre le CTG pourrait mettre en place, je veux dire? Est-ce qu'on pourrait y avoir l'entrée sur le stade, peut-être dans la journée autre chose? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On peut imaginer énormément de choses, mais par exemple, le CTG a des bureaux justement au Canada, donc c'est de permettre dès le départ, en fait, c'est un travail donc, que fait le bureau du CTG au Canada, de pouvoir vendre un billet carnaval sur la Guadeloupe. Donc un billet qui donne accès soit au défilé dans le stade, ou alors aller plus loin et une expérience, mais ça veut dire aussi à nous d'accompagner, je veux dire les institutionnels, d'accompagner les groupes pour pouvoir, rendre accessibles leurs locaux, mais aussi pouvoir développer des ateliers danse, des ateliers musique et des ateliers costumes. Voilà. Et c'est en ça que nous, on doit pouvoir aussi accompagner, nous institutionnels, ces groupes, à pouvoir développer des produits que l'on va pouvoir vendre. Très bien. Oui, allez-y. Parce que moi, je fais partie du conseil scientifique donc, du CTIG. Et au niveau du CTIG, il faut savoir que votre client, en fait, il n'est pas dans le pays, il est à l'extérieur. Donc la communication, c'est important. Et sur le site du CTIG, si vous allez maintenant, vous avez une page consacrée au carnaval. Où on vous explique un peu les différents types de groupes à peau, comment c'est organisé, quelles sont les périodes, etc. Et régulièrement, nous recevons au niveau de l'OCG des demandes donc de touristes qui nous demandent quelle est la meilleure période pour pouvoir venir en Guadeloupe, etc. Et le carnaval tropical de Paris aussi est une occasion de promotionner le carnaval. Alors, il se déroule en juillet, certes, mais c'est une façon aussi de promotionner le carnaval et d'attirer aussi, de permettre déjà de programmer son déplacement sur le territoire des îles de Guadeloupe en février. Qu'est-ce qui a jusqu'à présent freiné la réalisation de ce fameux billet carnaval Guadeloupe à l'étranger? Qu'est-ce qui a freiné? Qu'est-ce qui manque? La mission tourisme et patrimoine sur le territoire, si je dois. Non, je pense que c'est de pouvoir se structurer dans tous les cas. Je pense qu'il y a aujourd'hui, il y a une vraie volonté. Il y a des investissements conséquents qui sont faits au niveau des groupes. Après, M. Raboteur a très certainement plus de recul que moi sur le sujet. Mais je veux dire, c'est aujourd'hui qu'on arrive à penser et imaginer le carnaval de Guadeloupe dans sa dimension internationale. Alors, comment on dit de se structurer? Les groupes doivent se structurer ou bien les institutions doivent se structurer? Comment? J'ai envie de vous dire, c'est tout le monde. Aujourd'hui, c'est d'avoir un projet commun, de pouvoir fédérer en fait l'ensemble des acteurs carnaval autour d'un projet commun et de mettre, comme le disait M. Raboteur tout à l'heure, les fonds, de mutualiser tout simplement les fonds autour d'un projet commun qui fédère en fait le pays Guadeloupe, si je puis le dire comme ça, autour d'un projet. Et je vais rajouter une chose, c'est qu'il y a déjà eu des initiatives heureuses qui ont été menées. Je sais que sur Sainte-Rose, il y avait un tour opérateur qui s'est monté et qui proposait, donc c'est une jeune Guadeloupéenne, qui proposait avec les groupes de Sainte-Rose, donc ce qu'on appelle
Ça avait un nom, ça, où on invitait les touristes à participer. C'était une immersion. Une immersion, Oui, voilà. voilà. Immersion J'ai au vu. sein des groupes. D'accord, ça a très bien marché. Mais le premier même qu'il avait fait, c'était le groupe Matamba sur Sainte-Rose, sur Saint-François, qui avait. En fait, la personne prenait contact directement avec le groupe. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas le rôle du CTJ, c'est le rôle des groupes que de le faire, puisque c'est une initiative privée. Donc la personne donnait ses disponibilités, et puis on regardait à quoi ça correspondait dans le programme, et puis la personne arrivait et puis rentrait dans son costume. D'accord. Donc c'est un système qu'on avait un peu copié, puisqu'il faut dire que quand c'est bon, on a un peu copié ça sur ce qui se passait à Trinidad. Donc la personne arrive, il sait qu'il est là de telle période à telle période, il arrive, je crois qu'il y a un groupe de carnaval du Gosier qui avait fait, restant là, où la personne rentre dans son costume, arrivé sur place, on lui apprend les rudiments donc, du tambour, s'il veut utiliser un tambour, on lui apprend à danser, s'il veut être dans la chorégraphie, etc. Donc il y a des initiatives, et moi je trouve que c'est intéressant. Alors, c'est pas gratuit, parce que la personne paie quand même cette prestation-là. Et je trouve que c'est un symbole très fort de coopération entre le développement touristique et le développement de la culture. Mais quel est le... Juste pour rester sur ça, quel est le retour, les touristes, ces initiatives-là, comme celle du Gosier qui a été refaite, je crois, 2 ou 3 ans, avec l'Office du tourisme du Gosier. Tout à fait. Ouais, donc, quel est le retour? Les touristes ont apprécié? Comment ça c'est? Est-ce qu'il y a Les gens sont heureux, ils en parlent autour d'eux, ils prennent des photos de l'intérieur, puisque être sur le côté, prendre une photo, c'est pas la même chose que d'être à l'intérieur. Et donc c'est une image très belle, parce que quand je vais parler tout à l'heure des valeurs ajoutées du carnaval, il y a une valeur très importante qui est la valeur visuelle, esthétique. D'accord, qu'on n'estime pas, mais vous êtes loin dans un pays, vous voyez ces images-là, mais c'est une image positive que vous donnez d'une destination, et ça donne envie aux autres. Tiens, voilà, mon expérience en Guadeloupe, j'ai participé à tel groupe restant là, j'ai chanté, etc. Donc c'est tout ça le développement. Et donc c'est des moments très importants. C'est autre chose que d'être assis dans un gradin. Là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. C'est 2 expériences différentes. En fait, c'est vivre une expérience. Là, c'est d'être dans le tourisme expérientiel, justement. Et c'est en ça que nous, en tout cas, le CTIG peut accompagner les groupes et les comités dans le développement de ce type de projet. On dit qu'il faut partir des petits. Est-ce qu'il ne faudrait pas accentuer le niveau culturel, je parle, avec les écoles, avec les enfants? Alors, ce travail-là a déjà été initié, puisque avec le rectorat, on a collaboré pendant pas mal d'années d'ailleurs. J'oublie le nom de l'inspectrice qui portait ce programme-là. C'était Carnaval et École. Il faut savoir que ça rentre dans ce qu'on appelle les projets pédagogiques. C'est inscrit d'ailleurs. Ils apprennent la musique, ils apprennent la danse, ils apprennent le sport aussi. Attention, ça fait partie de la culture. La culture, c'est ça. Ils apprennent la gastronomie, puisque le carnaval, c'est la gastronomie aussi. D'accord, des beignets, etc. Donc, c'est vraiment un élément très fort de notre culture. C'est la littérature, c'est la musique, c'est tout. Et c'est complet, donc quelque part, et c'est notre histoire. Donc tous les éléments de la culture sont directement intégrés dans le carnaval. Donc un jeune, par exemple, et c'est une enseignante qui me disait ça, un jeune qui décrochait, qui n'aimait pas la musique, mais il a appris la musique à partir donc, du tambour, d'accord? Parce que, c'est lui, c'est sa culture, c'est dans son patrimoine génétique. Donc pour lui, il ne reste pas insensible à écouter le bruit du tambour. Bon, vous venez lui expliquer les notes, les partitions, il ne comprend pas. Mais par contre, il peut apprendre effectivement à jouer à la flûte s'il veut participer et courir avec les masses de Vieux-Fort. Par exemple, moi je connais les masses de Vieux-Fort, ils ont fait une expérience très intéressante, puisque vous savez que c'est un des groupes les plus anciens que nous avons en Guadeloupe, d'accord, qui a failli disparaître, il faut le dire, et qui, on parle de protection du patrimoine immatériel, ça devrait faire l'objet d'une protection, parce que c'est un groupe qui date du début de l'esclavage. J'ai trouvé des gens, puisque je suis en train de travailler sur ce groupe, et notamment on a prévu de faire un ouvrage qui va sortir très bientôt, mais j'ai trouvé des gens qui me parlaient de leur grand-père, alors que la personne a déjà 90 ans, qui courait déjà dans les masses de Vieux-Fort. Donc on a estimé à peu près, on a estimé à peu près la date de naissance de ce groupe-là vers 1878, juste après l'esclavage, d'accord, avec une musique, une musicalité. Et puis certains découvrent donc la flûte, apprennent à jouer au pipeau, parce qu'ils ont envie donc de défiler, de prendre la place donc de celui qui est pipeau. Bon, je le salue au passage, puisque bon, il défend bec et ongle son précaré, mais bon, c'est important qu'il y ait une relève. Et puis même au niveau des écoles aussi. Donc Monsieur Charles Saint-Noël, qui est l'un des maîtres à masse, va souvent dans les écoles
faire ce travail de transmission qui est nécessaire si on veut sauvegarder ce pan de notre patrimoine qui est extraordinaire. Alors, Madame Nirou, en charge du secteur culturel, est-ce que dans la promotion, puisque nous sommes dans un marché qui est concurrentiel, nous ne sommes pas les seules îles à avoir des rivières, des plages des sables chauds et tout ça, etc. Est-ce que l'identité guadeloupéenne, dans sa diversité, sa complexité aussi, ce que nous sommes, est un produit touristique? Et justement, le carnaval, comme on l'a dit, la différence entre notre carnaval et celui de Trinidad, celui de la Martinique même, qui est tout proche de nous, mais on n'a pas les mêmes, c'est pas de la même expression. Le carnaval, voilà, parce que on a l'impression qu'ici, la dimension sociétale, historique, elle est totalement associée au carnaval, contrairement au Brésil, on est là pour, voilà, juste oublier et vous voyez, Trinidad, c'est pareil. Je vous laisse vous exprimer sur cette question. C'est en ça qu'on parle aujourd'hui de tourisme culturel et patrimonial, et c'est une vraie volonté aujourd'hui du CTIG de se positionner sur ce secteur. Aujourd'hui, le tourisme guadeloupéen n'est pas uniquement balnéaire, il est aussi culturel et patrimonial. Nous avons une culture très très forte de par des marqueurs identitaires comme le carnaval, comme aujourd'hui on parle de spiritourisme, mais aussi les artistes, et puis une histoire forte, des sites patrimoniaux exceptionnels. Je veux dire, aujourd'hui, on a voilà. Un grand musée, tout à fait. Mémorial Acte, d'ailleurs, et la gastronomie qui, aujourd'hui, les chefs internationaux reconnaissent très clairement que, je veux dire, la gastronomie guadeloupéenne a une vraie identité. Je veux dire, à l'instar de d'autres îles de la Caraïbe. Je vais vous embêter. Oui. Île au Jazz nous manque. Il faut trouver une solution. Parce que là encore, nous avons des artistes qui sont reconnus. Monsieur Raboteur, je crois pas qu'il ne va pas me démentir. Et ce festival-là avait une portée internationale. Qu'est-ce qu'on fait? Vous en parlez à qui? On en parle à qui? Je vous embête. Qu'est-ce qu'on fait pour... Nous, on accompagne dans tous les cas. Je veux dire, Île au Jazz ne dépend pas du CTIG. Oui, je vous embête, mais c'est un outil touristique. Tout à fait. Premier choix. Comme le festival Terre de Blues, voilà. Comme aujourd'hui, sur des îles comme la Caraïbe, comme la Dominique, on arrive à vendre un produit World Creole Music Festival. Donc pourquoi ne pas aujourd'hui vendre aussi un produit Terre de Blues? Et j'ai envie de vous dire, c'est un vrai projet. C'est des projets que nous sommes en train de mener de front et en parallèle au sein du CTIG et qu'on verra fleurir très prochainement, je vous le garantis. Moi, j'ai noté quelque chose. Oui. C'est que l'initiative privée, on en a besoin. On a besoin oui, des de toute idées. façon, oui, et je vais dire, les idées, elles ne viennent pas que de nous. Je veux dire, nous, on accompagne dans tous les cas les idées qui nous sont portées et amenées. Et c'est avec plaisir, dans tous les cas, quand il s'agit de promouvoir la destination et dans sa dimension culturelle, pour ce qui me concerne, de porter le mieux que possible et de faire aboutir ces projets. L'appel est lancé. Oui. L'appel est lancé aux responsables des groupes de carnaval. Voilà. On va revenir sur justement sa question des freins, dont M. Rabouteau parlait. Quand on dit qu'il faut de l'initiative privée, d'accord, mais on est dans le même contexte avec des difficultés économiques. Quand on demande à un groupe comme Restant là d'accueillir des touristes, bien qu'il y a une prestation, on est d'accord, mais le Restant là doit chercher des gens de son groupe qui peut-être parlent anglais, qui ont un véhicule, parce que le touriste, il va passer la journée là, peut-être dormir sur place aussi. Il y a tout ça aussi, cette dimension d'accueil. Donc, qui dit excellence, dit formation. On est d'accord. Donc, cette initiative privée, certes, doit être accompagnée, mais il doit y avoir une dynamique, je pense, et voir quels sont les groupes qui seraient en capacité, parce que tous les groupes ne sont pas au même niveau, de rentrer dans ce secteur et de peut-être, avec un appel à projet, vous voyez, est-ce que ce n'est pas une direction qui serait bonne? Tout à fait, et c'est en cela que l'année dernière et cette année encore, l'État, le Conseil régional, le Conseil départemental ont lancé des appels à projets. Donc le tout dernier appel à projet qui est paru donc, il y a 2 jours, et on va en parler tout à l'heure de ce que vous avez dit. Dans l'idée, c'est de pouvoir pérenniser. Aujourd'hui, dans l'idée, cet appel à projet, c'est de pouvoir pérenniser le produit carnaval et aussi, malheureusement,
parce qu'on parle de situation économique, les adhésions sont moindres, donc c'est de pouvoir pérenniser aussi les adhésions. Donc ces 3 entités vont accompagner à hauteur, si je ne me trompe, de 200 000 euros, je crois, cette année sur l'appel à projet, la pérennisation du produit carnaval dans sa globalité, mais surtout l'accompagnement aussi sur la mise en place du dispositif et du protocole sanitaire, si je ne me trompe. D'accord. Monsieur Raboutou, je me retourne vers vous. Dans le cadre des subventions européennes sur la question de la préservation du patrimoine immatériel et matériel, et est-ce que c'est cette question qui serait l'idée de dire que notre pan culturel pourrait faire l'objet d'un projet global et chiffrable et défendu pour qu'il y ait des retombées concrètes? Est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé au niveau du CTG, par exemple, pas du CTG, de l'Office? CG. Oui. Alors, c'était un peu notre... nous travaillons dessus, nous avons travaillé dessus. Par exemple, vous avez vu comment le gros cas est devenu maintenant un patrimoine donc, de l'humanité, c'est pas rien. Mais nous avons été même déjà plus loin, on a déposé le nom de tous les groupes. Donc tous les groupes ont une marque déposée. Donc si vous voulez, on a même déposé à l'INPI le nom de Carnaval Guadeloupe, en créole et en français, Carnaval Guadeloupe. Donc ça veut dire que si quelqu'un nous dit, tiens, on veut vendre un t-shirt marqué Carnaval Guadeloupe, il faut passer par nous parce que nous avons la propriété. D'accord? Donc ça commence tout doucement. Donc ça c'est fait. Tous les groupes ont leur marque déposée. Donc ça veut dire qu'il y a une protection qui est faite. D'accord, individuellement ou bien collectivement. Il y a aussi un autre élément intéressant, c'est que nous avions l'ambition également donc de déposer. Moi, j'ai découvert dernièrement dans une émission de télévision, et ça m'a un peu gêné, qu'on a utilisé à la fin donc, du générique le mot carnavaleux. Ça, c'est pas chez nous, ça. Carnavaleux, ça, c'est la Bretagne. D'accord? C'est pas nous. Okay? Nous, on a le mot carnavalier. Et on avait fait une démarche auprès donc, de la... Comment dirais-je? Pour pouvoir faire reconnaître ce mot-là. D'accord? Donc, quand on nous avait répondu, oui, il faut qu'on vérifie combien de fois on utilise ça dans la presse. Mais ça serait intéressant que l'on utilise le mot carnavalier. Nous, on a l'habitude de l'utiliser. Il faut véritablement qu'il rentre dans le dictionnaire français. D'accord? Parce que c'est notre façon de parler. Moi, je vois sur le truc carnavaleux. Non, ça n'a pas pour sens, ça. C'est pas nous, ça. D'accord? Ça, c'est la Bretagne, c'est Bitaillot. C'est pas nous. Donc, il faut vraiment que l'on puisse véritablement déposer notre griffe dessus et dire, bon, mais ça, c'est à nous, ça. Ça, c'est à nous. D'accord? Donc, on a comme ça des priorités à faire. Et ça va dans ce sens-là. Par exemple, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une protection sur les masses de vieux forts. Bon, mais pour faire ça, il faut qu'il y ait quand même une production intellectuelle. Moi, je vois des gens qui vont faire des recherches au carnaval du Brésil. J'ai rien contre. Mais on a chez nous suffisamment donc, de matières premières pour faire une recherche intéressante. D'accord? Les gens font des recherches, bon, ils partent, mais disent, j'ai fait une thèse sur le carnaval de Bahia. D'accord? T'en-nous pas vaut ça, alors. Donc, il faut véritablement que l'on puisse s'approprier ce qui est notre, de façon à montrer que ça a une consistance. Moi, j'étais très fier de faire l'un des premiers ouvrages, Carnaval et la folie imaginaire, qui a été traduit dans de multiples langues. D'accord? Et d'ailleurs, disponible dans toutes les bibliothèques au monde, traduit en français, en anglais et en espagnol. Et c'est un ouvrage qui fait référence et qui fait voyager le carnaval dans la Guadeloupe. Parce que nous avons un carnaval qui est particulier. Vous allez à Trinidad, c'est la même sonorité que vous entendez du début jusqu'à la fin. Vous allez à Antigua de Passe, c'est pareil. D'accord? C'est toujours la même musique. Vous allez dans le sud de la France, eh bien, c'est les grosses têtes qui apparaissent. Nous avons quelque chose. À Venise, il n'y a même pas de musique. Très différent. Oui, c'est presque silencieux. Nous avons quelque chose de très différent entre les rythmes de basse terre et les rythmes de grande terre. Voilà, même dans les groupes à peau, entre un rythme Saint-Jean, un rythme gros sirop, il y a une différence. D'accord? Donc nous sommes sur un petit territoire avec des différences extraordinaires. Moi, j'adore les groupes tels que Volcan avec leur sonorité, avec la musique, les synthés, etc. Je trouve ça magnifique. D'accord? Et il faut qu'on protège ça parce que ça fait partie quand même de notre âme. Donc la musique, par exemple, vous avez remarqué qu'ils jouent de la même musique, mais d'un groupe à l'autre, quand vous entendez la musique, les gens disent tiens, ça c'est Voukoum qui arrive. Tiens, ça c'est 50-50. D'accord? Et quelque part, on a une chance extraordinaire de posséder une palette de musique. Et des fois, je me dis, comment se fait-il que dans un petit territoire comme ça, nous avons autant de différences musicales, de styles aussi différents et qui tranchent.
Je prends un exemple, juste avant de te donner la parole. L'arrivée des groupes Atimas. C'est arrivé, personne n'a vu arriver les groupes Atimas avec une musique, une danse particulière. Bien sûr. Et vous voyez, c'est terrible. Ça veut C'est dire un héritage, d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a encore des masses, ressources, et qu'est-ce qu'on va pas inventer l'année prochaine, Français. Il nous a présenté une variété en Guadeloupe. Alors moi, je suis toujours du côté des entrepreneurs. Alors quelqu'un qui nous écoute ce matin, qui voudrait créer une entreprise, quel conseil que vous pouvez lui donner? Dans quel secteur faut-il qu'il aille? S'il veut s'intéresser au niveau de la culture, nous avons un gisement énorme. D'accord. Moi, je considère que dans chaque groupe de carnaval, moi, je suis président d'honneur donc de MKM, on peut créer au moins 3 emplois directs. Alors, d'accord. Expliquez-nous. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire, les emplois directs? C'est-à-dire que les groupes de carnaval, nous, on les voit surtout pendant la période donc, du carnaval. Mais il faut savoir que c'est toute l'année qu'ils travaillent. D'accord. Donc, il y a toute une logistique derrière. On peut imaginer des partenariats avec des tours opérateurs. Il y en a déjà qui font ce travail-là, de façon à promouvoir notre carnaval. Moi, je rêve demain qu'on ait un vrai musée du carnaval en Guadeloupe. Je rêve de ça. Radipo, mais il faut envoyer ça avant c'est mort. terrible, ça. Un vrai musée du carnaval, Ouais. où vous avez la œuvres? musique, C'est ça. vous avez Où également les décors. Moi, ça me fait de la peine, Ah oui. après Mardi Gras, de voir tous les décors devant le conseil départemental en train de dépérir là. Bon, c'est vrai, vous allez me dire, oui, mais les carnavaliers ont un pouvoir extraordinaire de recyclage. Parce que quand on a déposé le décor, 2 jours après, on vient récupérer donc, les châssis pour l'année après. C'est les plus grands recycleurs. Ce sont les carnavaliers. D'accord. Bon, donc quelque part, oui, c'est bien, mais on a des chefs-d'œuvre qui ne restent qu'au stade de photo. Une fois que le carnaval est passé, eh bien, on a perdu ça. Moi, je ne vais jamais oublier un décor de Matamba où ils avaient imaginé une locomotive. C'était extraordinaire, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était magnifique. Oui, monsieur Raboteur, vous avez parlé de photos, mais le carnaval de Guadeloupe, depuis des années, où sont les photos? Il n'y a pas de support. On a une banque de C'est ça données. Alors c'est le rôle de l'OCG quand même. On s'est équipé quand même. On revient dans les années Oui. surtout le carnaval de Basse-Terre, il y a eu des choses magnifiques. Magnifique. Alors on a des banques de données. On a fait appel dans un premier temps à la générosité des Guadeloupéens. Donc, beaucoup de gens nous ont amené des films, des photos. On a pu reconstituer donc une bonne partie et ça s'ouvre plutôt pour les chercheurs. On a fait l'équipement de grosses machines, donc de gros ordinateurs. On a stocké énormément d'informations. Donc au niveau de l'OCG, on a la matière première qui se tourne vers les chercheurs, parce que même pour la vente, régulièrement, les gens pourraient vouloir on peut avoir tout ça. Acheter un certain nombre mais notre de objectif, coffrets. c'est pas de garder ça sous le coude, c'est quand même donc de l'offrir en partage au maximum. Moi, j'appelle de mes voeux un vrai musée du carnaval. D'accord. Ça existe déjà à Sainte-Lucie, je vais pas loin. Sainte-Lucie, vous arrivez du côté de la gare maritime, vous avez un musée du carnaval. Et pourtant, c'est 3 fois rien. D'accord. Il nous faut ça. Avec où on pourrait acheter donc, des CD, où on pourrait acheter un costume, non pas de zoo, mais un costume, pourquoi pas, donc de masque à clé, ou un costume donc, de Vim, pour ne pas être dans... Voilà, on peut avoir un costume de Vim. C'est ça, la beauté. Avec donc des guides qui vont vous expliquer un peu la genèse et partir depuis très longtemps. Puisque les plus vieilles photos du carnaval... et les plus vieilles musiques du carnaval, on les a retrouvées. On a quand même des archives. D'accord. Moi, je connais quelqu'un qui a je ne vais pas dire qui c'est, mais qui possède le dernier tambour de vélo. D'accord. J'ai des gens qui peuvent me donner le texte original qui avait été signé par le préfet Hugodeau où il voulait interdire le défilé. Donc, on a une histoire. On a une histoire qui est relativement vaste. On a de la matière. Mais si on tarde pour faire ça, les gens qui ont ça, il n'y a aucun temps disparaître. C'est ça. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a ce patrimoine-là. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que ce ne sont pas les fonds? Excuse-moi, revenons un peu sur ces métiers qu'on peut développer. Alors, moi, je pense qu'il y a, dans un premier temps, tout ce qui concerne les métiers de la musique, parce que c'est très, très riche. Parce que vous n'allez pas rentrer dans un groupe comme ça si vous ne savez pas manier un tambour. Sinon, ça sera dissonance. Donc, il faut absolument qu'il y ait des métiers. Donc, apprendre à jouer, apprendre à danser, d'accord, apprendre la chorégraphie. Donc, c'est très, très fort, la chorégraphie. Il faut savoir quand même danser. Et puis aussi, il y a une hygiène de vie, donc faire un peu de sport, d'accord. Donc parce que vous n'allez pas suivre un groupe comme Akio comme ça, si vous n'avez pas au départ une forme physique. Sinon, vous êtes grillé, quoi. D'accord. Vous allez tomber et puis voilà, ça fait la peine basote. Donc il faut vraiment se mettre en condition. Donc il y a de quoi.
Voilà, il y a Il y a de de quoi, quoi. bien sûr. Et puis, il y a tout ce qui s'appelle l'histoire, la découverte des groupes, etc. Donc, il y a beaucoup, il y a matière. Il y a matière à créer de vrais produits touristiques autour de ça. Donc, chers entrepreneurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez des idées, alors passez à l'action. Voilà. Même les commerces de détail aussi. Voilà, c'est ça. Je veux dire, spécialisés dans la thématique. Je veux dire, les couturières, je veux dire, elles se forment aussi, puis elles voyagent aussi. Et puis, il y a de la communication autour de tout ça. Tout à fait. Donc, je veux dire, voilà, aussi au niveau des commerces de détail, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une carte à jouer aussi pour accompagner les couturières dans leur travail. J'ai une question pour vous deux. Est-ce que l'idée que notre carnaval soit avant tout, je parle du tout public, soit avant tout une dynamique sociale? C'est un moment où les gens attendent cette période, juste après Noël, pour pouvoir souffler et sortir, puisqu'on a un pays avec beaucoup de difficultés. Et cette période-là est essentielle. Imaginez-vous, vous regardez les 2 ans là, sans carnaval, vous voyez ce que ça donne. D'accord? Alors, est-ce que ce n'est pas ça un des freins qui fait que les gens pensent d'abord à leur personne, quand je dis les gens, je parle des carnavaliers, mais aussi des responsables de groupe, qui ne sont pas dans une projection vers, une projection économique, vers une projection pour pérenniser de l'emploi, puisqu'on est là, voilà, payez votre cotisation, cette année-là, on va faire le carnaval. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, un des secteurs à revoir? Ouais. Je vais répondre. Non, je te laisse. C'est vrai que je me souviens, quand on avait créé l'OCG, il y avait un président de groupe qui est venu dans la salle, il y a décédé d'ailleurs, je crois que c'était le président de 50-50 à l'époque, et qui nous disait, nous pas fait masse pour touristes. D'accord, ça c'était très fort, on n'a pas fait masse pour touristes. À l'époque, il fallait trouver un parcours, puisqu'à l'époque, vous vous souvenez, il y avait toujours des conflits entre les groupes à flot, ça explosait, bon, bref, il fallait structurer tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des carnavaliers qui considèrent qu'ils défilent non pas pour les visiteurs, mais pour leur famille, pour leur peuple. D'accord? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, organiser un défilé, ça coûte très cher. D'accord? Il y a des contraintes. Bon, moi, je parle en tant qu'organisateur. Il faut mettre des points d'eau pour les gens, il faut la sécurité, il faut des gens assermentés pour la sécurité, donc ça coûte très cher. Rien qu'en budget sécurité, il y a des gens qui ne savent pas, c'est 50 000 euros. Un mardi gras, c'est 50 000 euros. Il y a aussi la sécurité sanitaire aussi. Et oui, bon, il faut la Croix-Rouge, il faut que vous soyez sur un lieu de passage, donc des pompiers. Bon, bref, il y a quand même toute une logistique. Donc il y a des coûts. Il y a des coûts énormes, et c'est vrai que des fois, quand un jour gras c'est terminé, eh bien, on a des difficultés pour payer même certaines prestations. Ensuite, il faut aussi faire payer les transports. Maintenant, on nous demande, donc il y a de plus en plus donc, de lourdeur administrative. Il faut mettre un point d'eau, pas pour les carnavaliers, mais un point d'eau pour les visiteurs. D'accord? Si un visiteur tombe dans les pommes, bon, ben voilà, il faut un point d'aqua. Donc tout ça, c'est vérifié. Et quand on va à la préfecture, eh bien, on a un gros guide comme ça. Wow. Et le préfet, la seule chose qu'il fait, c'est il coche. Voilà. C'est bon ça? OK, il coche. Donc on lui montre tous les documents. Même au niveau de la sécurité, on ne peut pas recruter n'importe qui. Il faut que la personne soit assermentée. D'accord? Donc, qu'il soit à jour, qu'il ait suivi une formation. Donc, je ne peux pas parler n'importe qui pour être bénévole. Donc, c'est une logistique très lourde. Et c'est vrai que c'est des coûts supplémentaires. D'accord? Ensuite, il faut indiquer donc, le parcours. Il faut qu'il y ait un parcours bis. Bon, bref, il faut qu'on puisse prévoir également le plan de stationnement donc, des cars. Et je peux vous garantir que les organisateurs, quand ils sortent d'un dimanche à minuit, ils ont commencé depuis 4 heures du matin. Ils ont les cheveux blancs, quoi. D'accord? Donc, voilà. Hein, ou bien s'ils en ont. Hein, bon, donc, c'est vraiment... et ça, on ne se rend pas compte de ça. Quand on vient, on est assis, on prend sa petite banquette. Quand on est fatigué, bon, on s'en va. D'accord? L'organisateur est là du début jusqu'à la fin. Et même après, il faut qu'il prépare le barriérage, il faut qu'il gère la communication. Alors, je dis ça parce que des fois aussi, certaines télévisions disent que oui, en tant qu'organisateur, on se prend pour des stars. Non, c'est qu'on est assujetti à tellement donc, de pression, d'accord? Et des fois, c'est vraiment très dur. Okay, c'est pour ça qu'il faut vraiment reconnaître le travail qui est fait par les organisateurs. C'est que les questions de droit à l'image, c'est déjà géré ou pas? Oui, on a travaillé sur ça depuis longtemps. Hein. Vous avez vu que tous ceux qui participent
ont leur badge et obtiennent leur accréditation, tout à fait. Bien sûr. Je parle des retombées. C'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, dans le monde du football, une télé vient filmer, il y a une reversion qui se fait. Alors, c'est plutôt des reversements. En fait, on nous verse quelque chose, mais plutôt nature. Par exemple, on nous donne la cassette avec les moments phares, etc. D'accord. Donc, bon, on n'est pas encore dans le vrai business. D'accord. Oui, il n'y a pas de retombées. Alors, le business du carnaval est de... Voilà. Par contre, on doit aller rapidement parce que on nous reste 5 minutes. Je voudrais absolument parler des EPCI, de voir dans quelle mesure elles peuvent justement, puisqu'aujourd'hui les carnavals des villes ont pris beaucoup de place. Est-ce qu'il y a une dynamique à créer, puisque la ville, c'est la ville où, quand je dis EPCI, maintenant c'est géré, l'économie est gérée par le PCI. Est-ce qu'il y a une réflexion à pousser là-bas, surtout avec le concours du CTIG, pour les orienter vers quelque chose qui pourrait permettre d'avoir, contrairement à d'autres pays, c'est un carnaval sur les jours gras. Vous voyagez à Trinidad, c'est pour les jours gras, alors que nous, on a un carnaval qui dure pratiquement un mois et demi. Donc ça veut dire que ça ouvre des opportunités et les carnavals des villes sont de très grande qualité. Est-ce que... Alors, il faut savoir qu'au niveau des EPCI, je pense que Cap Excellence joue le jeu. D'accord. C'est un des partenaires forts donc du groupement Pointe-Noire, le GCCRP. Donc régulièrement, effectivement, le GCCRP est en relation avec Cap Excellence qui fait un travail magnifique. D'ailleurs, ils avaient même commencé le village du carnaval qui se passait sur le marché à Montréal. Donc je trouve que c'est un bon travail qu'ils font là. D'accord. Donc ils ont compris l'importance et je salue vraiment leur dévouement. Basse-Terre, on a un lien privilégié avec la mairie de Basse-Terre, M. Attala. N'oubliez pas quand même que M. Boyau, c'est le président en fait d'un groupe très connu, donc Vidim, et c'est le bras droit de la culture pour Basse-Terre. Donc on a quand même des assises. Bon, c'est les finances qui vont peut-être manquer, d'accord. Par exemple, sous Basse-Terre, notamment le lundi, c'est la lumière. Donc il faut véritablement, pour défiler, qu'il y ait des projecteurs de façon à ce que ça soit sécurisé. Donc si vous voulez, il y a des relations qui sont faites. C'est des activités, des relations informelles. Mais il n'y a pas encore de vraies relations, Madame Nérou. Avant crise Covid, j'ai envie de dire, c'était quand même assez organisé sur le territoire. Hein. Je veux dire, il y avait le carnaval de Sainte-Rose, un dimanche. Alors, je veux dire, on gagnerait à structurer davantage et cette volonté, elle existe très clairement. Et M. Raboteur vient d'en témoigner. Donc là, c'est un carnaval qui redémarre cette année à la dernière minute. Pas tout doucement, parce que ça redémarre quand même bien après 2 ans. Et donc c'est de pouvoir retrouver cette dynamique qui existait en 2019 avant cette crise sanitaire et de continuer à accompagner justement les groupes de concert avec les EPCI pour, j'ai envie de dire, pour mailler le territoire et permettre chaque week-end qui précède un carnaval, c'est-à-dire à partir du 1er janvier jusqu'au Mardi Gras, d'avoir chaque week-end, et ça l'était déjà, jusqu'en 2019, ça l'était déjà, chaque commune recevait les groupes, et du coup, c'était comme, j'ai envie de dire, si je puis faire ce parallèle, comme un pèlerinage jusqu'au Mardi Gras. Voilà. Alors, on va donner la parole à France Aimée pour la rubrique, puisqu'elle leur file, et ensuite je reviendrai vers vous pour le mot de conclusion. J'ai même pensé que j'aurais pas eu le temps, mais bon, si Canal 10 nous permet. Tu me disais qu'on faisait un point sur la masterclass. Masterclass Argent, Business, Abondance, qui s'est bien passé la première session. Plus de monde pour la deuxième session en mars, parce que c'était le soir, l'horaire était du matin. Ce que j'ai remarqué, c'est que au niveau des finances, tout ce qui concerne l'argent, c'est pas encore fluide chez les entrepreneurs. Ça, c'est clair. Et encore plus chez les propriétaires d'entreprises de petites CPE, vraiment. Donc, ils se sentent des fois perdus parce qu'ils n'ont pas de support. Et c'est pour ça que je voulais parler aujourd'hui d'un portail qui s'appelle mesquestionsdentrepreneurs.fr. Je fais le lien avec Mme Pitaya qui était là la semaine dernière pour la BPI. Il participe à ce portail. Vous avez une question. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez une question concernant la banque, votre trésorerie, comment faire un prêt, etc. Vous avez ce portail. Vraiment, c'est pédagogique, c'est simple.
c'est facile de cliquer. Bon, évidemment, il faut maîtriser l'outil informatique, on est d'accord. C'est le minimum. Et je disais, ils sont perdus des fois, ces entrepreneurs, parce qu'ils ne savent pas. Et aussi, ils ont cette difficulté à en parler. Difficulté à parler de leurs problèmes financiers. Alors... Ça, c'est guadeloupéen, ça. Je ne dirais pas que c'est guadeloupéen. Je dirais pas que c'est guadeloupéen. Il y en a beaucoup en Guadeloupe. C'est vrai, parce que ça fait partie de notre culture aussi. Qui raconte ses peines, raconte ses mépris. Bref, les chalcalavés en famille. Bref, on a tellement de choses qui nous poussent à ça. Mais moi, je les encourage vraiment à en parler parce que c'est un problème comme tout autre problème qu'on pourrait avoir dans l'entreprise. Vraiment. Et quand on a un problème financier, ça a des répercussions sur... toute l'entreprise, les ressources humaines, techniques, informatiques, la partie commerciale. Donc, c'est très large, en fait, les conséquences. Parlez-en. Il y a des professionnels, c'est vrai. Maintenant, vous pouvez en parler à votre banquier. Bon, c'est vrai que pour moi, le banquier, c'est un partenaire. Ce n'est pas un ennemi. Parce que certains vont dire, ah ouais, là, ça, oh là 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 là. Alors qu'en fait, c'est un vrai partenaire. L'entrepreneur, il a l'expert comptable, son banquier, et son coach, s'il en a un, ce sont de vrais partenaires. Ce sont vraiment ses soutiens pour développer son entreprise. C'est clair. C'est ce que j'ai remarqué pendant cette masterclass et j'encourage vraiment, il reste encore des places. La prochaine session, c'est le 9, le 10 et le 11 mars. Comment s'inscrire? On s'inscrit en ligne, donc vous allez soit sur ma page ou soit sur le groupe masterclass Argent Business Abondance ou bien sur ma page Les Entrepreneurs Inarrêtables. Il y a un lien, c'est dans ma bio. Vous cliquez et vous suivez les indications. C'est très simple, juste l'adresse mail et vous avez ensuite le programme, le prix. Le prix, c'est pas... Vraiment, je ne peux pas dire faire mieux. C'est 125 €. Donc, vous aurez de quoi, franchement. Les Entrepreneurs Inarrêtables, j'aime bien. Yes. Alors, je vous laisse les mots de conclusion, de projection, puisque vous avez parlé du Covid. Maintenant, on ne veut plus parler du Covid. On veut oublier le Covid et faire de la prospection. Je ne sais pas si on pourra oublier le Covid. Oui, mais donc c'est vrai. Mais ça, il y a eu des bonnes choses aussi. Qui sont, je crois, indélébiles. Mais voilà. On va faire On va parler de prospection. Dites-nous. Bon, on apprendra à vivre avec le Covid, de toute façon. On n'aura pas le choix dans tous les cas. Non, mais voilà, c'est pouvoir aujourd'hui développer un vrai produit carnaval. Vraiment. Et le CTIG s'y attellera, dans tous les cas, en partenariat avec les différentes fédérations et les différents comités avec l'OCG, M. Raboteur. J'ai retenu et ça me parle, et M. Raboteur, c'est très bien que ça me parle quand il parle de musée du carnaval. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Il y a des projets. Ça fait longtemps, hein. La mission, c'est qu'ils prennent du temps pour sortir. Oui, il faut qu'on bouge, faut qu'on mais voilà, Monsieur Raboteur sait pourquoi il en a parlé et il sait que je suis sensible au sujet de par ma formation et de par mes expériences. Donc c'est un projet que j'entends. Il y avait déjà dans les tuyaux des projets d'exposition virtuelle par rapport justement à ce carnaval. Oui, par rapport à ce carnaval pensé, dématérialisé à un moment. Donc ceci n'empêche pas cela, qu'on arrive au bout de ces projets. Et puis une structuration sur le territoire, fédérer des acteurs sur un projet commun et mutualiser des budgets. Votre site internet, rappelez-le s'il vous plaît. C'est www.lesilesdeguadeloupe.com. Très bien. Monsieur Raboteur, mot de conclusion. Alors, je serai très concis. En fait, je dirais que le carnaval guadeloupéen, de par sa diversité et sa spécificité, peut devenir un puissant outil de développement économique, social et culturel. Et nous en avons vraiment besoin. Donc, pour ceux qui veulent avoir des chiffres, vous pouvez retrouver un article qui est libre d'accès sur Esprit Critique. Et je pense qu'il est temps pour nous de créer notre propre modèle de développement endogène autour de la culture, car nous sommes un peuple donc de culture. Et vous avez vu que le carnaval couvre tous les champs donc de la culture. Voilà. Plus simplement, j'ai oublié un numéro de téléphone. Pour cette masterclass, 06 90 63 51 90. Et nous, on va rappeler une adresse email. Alors, culturebusinesscanal10@gmail.com. Remercier nos invités, remercier le technicien, merci champion. Alors, Manuela Nirou, en charge du secteur culturel du CTIG. Merci d'avoir joué le jeu. Merci, Monsieur Joël Raboteur, merci encore. Je rappelle que vous êtes économiste et vous êtes membre du l'Office du Carnaval. Merci à vous tous, merci à vous de nous suivre. À samedi prochain. Bye bye.